France 24 et RFI présentent Bonjour à tous, bienvenue dans Ici l'Europe, votre émission proposée par France 24 et Radio France Internationale. Diplomatie opaque de nos ennemis, mais aussi de nos alliés. Manque de visibilité criant sur le futur des 27, ce qui inquiète les Européens. Pour éclairer un peu notre trajectoire, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hubert Védrine. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, à l'époque ancien secrétaire général aussi de la présidence de la République sous François Mitterrand. Alors vous êtes l'auteur aujourd'hui, après de nombreux livres, de Après l'Occident aux éditions Perrin-Lafon, avec d'ailleurs l'anthropologue Maurice Godelier. Et vous estimez que, je cite, « l'Occident ne peut plus imposer ses valeurs ». Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe en particulier ? Maurice Godelier, notre grand anthropologue, après Lévi-Strauss, est venu me voir il y a quelques années, donc c'est avant Trump. Il vient me voir, il me dit « Moi qui ai passé ma vie en Afrique ou ailleurs, en Papouasie, j'arrive aux mêmes conclusions réalistes que vous. Moi, j'ai vécu dans la réalité. L'Occident ne peut plus imposer ses valeurs. Or, l'histoire de l'Occident, c'est aller évangéliser toutes les nations, aller démocratiser, aller droit de l'homiser, etc., etc., etc. » Et d'ailleurs, beaucoup de gens en Europe, parmi les gens les plus convaincus, les plus sincères, les plus généreux, continuent à penser comme ça. Et l'anthropologue me dit, ça ne marche plus. Il faut distinguer l'Occident historique, la chrétienté, l'Empire romain d'Occident, la chrétienté, modifiée un peu par les Lumières, mais c'est un mélange des deux, la colonisation du monde entier, etc., etc., et l'Occident contemporain géopolitique, celui qui a été inventé par Churchill et Roosevelt face à Hitler, reconduit après la guerre, traité de l'Alliance Atlantique face à Staline, et qui a vécu jusqu'à maintenant, puisque les Européens avaient supplié les Américains de les protéger. Et qui a vécu ces dernières heures surtout ? C'est ce qu'on va voir, d'où les questions. Peut-être. Avec Trump, on est obligé de se poser la question. Parce qu'on n'est pas sûr de la suite. Justement, quelques cas pratiques. Comme chaque semaine, nous vous proposons de nous pencher sur des nouvelles choisies. C'est l'Europe en bref, avec Oyana Almandoz. Face à la Chine et aux États-Unis, Emmanuel Macron plaide pour un grand emprunt européen. Si nous voulons investir suffisamment dans l'espace, la défense et la sécurité, les technologies propres, l'intelligence artificielle et le quantique, et transformer notre productivité et notre compétitivité, la seule solution est de recourir à l'émission d'une dette commune. Il faut, selon lui, lever 800 milliards d'euros et même 1200 milliards d'euros par an, en incluant les dépenses de défense, en émettant des obligations ou eurobonds sur les marchés mondiaux au nom des 27. Mais au sommet sur la compétitivité du 12 février, l'Allemagne a rejeté tout endettement en commun avec des pays moins rigoristes. Le chancelier Merz encourage plutôt la déréglementation pour les entreprises et un effort de productivité. À ce sommet, les 27 ont listé d'autres mesures phares comme la préférence européenne. Les entreprises bénéficiant de subventions publiques devront privilégier l'achat de produits européens. Réduction du prix de l'énergie, nécessité de conclure des accords commerciaux selon certains, les propositions sont multiples, mais les pays membres ne sont pas à l'unisson. En mars, lors du prochain sommet européen, la Commission doit présenter son plan d'action. 458 voix pour, 140 contre et 44 abstentions. Les eurodéputés ont approuvé le prêt européen de 90 milliards d'euros pour aider l'Ukraine face à la Russie, notamment pour acheter des armes. L'Ukraine ne remboursera l'UE que lorsque les Russes lui auront versé des réparations de guerre, une fois le conflit terminé. Jordan Bardella a voté contre, dénonçant, entre autres, la possibilité pour les Ukrainiens d'acheter des armes non européennes. Ses détracteurs l'accusent de soutenir la Russie. Alors, Hubert Védrine, 90 milliards pour aider l'Ukraine, milliards d'euros, face à la Russie, notamment acheter des armes, alors que Trump a vraiment fermé le robinet. C'est bien. Est-ce que c'est bien aussi, est-ce que vous comprenez la démarche d'un Jordan Bardella qui vote contre ? Alors, sur l'Ukraine, je voudrais dire ici que je partage l'avis des vieux réalistes américains, bien avant Trump, qui considèrent que les États-Unis ont très mal géré la Russie d'après l'URSS, et que pendant les 10, 12, 15 années après, avec Yeltsin, Poutine 1 et 2 et Medvedev, il fallait agir autrement que de traiter la Russie en quantité négligeable, complètement dépassée, etc., etc. Donc ces gens comme Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer, Kennan,
Et même encore maintenant, Graham Allison, Jeffrey Sachs. Donc ils ont un point de vue qu'on peut confondre avec le Trumpisme, qui nous choque, mais qui est bien avant. Qui disent en gros, il fallait gérer autrement, et de toute façon, la Russie doit redevenir un interlocuteur. Évidemment, l'opinion française et l'opinion européenne en général n'est pas du tout là-dessus, elle est complètement binaire, tout est de la faute de Poutine, qui est un monstre, il faut l'arrêter. Bon, en pratique, ça revient au même, parce qu'il faut dissuader la Russie, mais personne de sérieux pense qu'il y aura la guerre mondiale pour aider l'Ukraine à reconquérir le Donbass. Je ne parle même pas de la Crimée. Et les gens sérieux, en vrai, ne pensent pas que Poutine ait les moyens d'attaquer l'Europe, en vrai. Au bout de 4 ans de guerre, après des centaines de milliers de morts du côté russe, en plus des horreurs infligées aux Ukrainiens, il n'a même pas conquis. Donc il ne faut pas faire un emprunt de 90 milliards. Aider l'Ukraine à tenir bon. Il y a encore les États-Unis. Et à se reconstruire après, oui, c'est une partie du sujet. Et quand l'Ukraine aura dû se résigner à un mauvais accord, il n'y aura pas de solution, mais il y aura un arrêt des combats à un moment donné, sur une ligne comme ça. Il faudra évidemment beaucoup aider l'Ukraine. Ça, c'est bien, ça. Mais ce n'est pas la solution durable. Il n'y a pas de solution vraie, au fond, entre la Russie et l'Ukraine et les autres. Donc il faut aider l'Ukraine à tenir bon et à préparer la suite, parce qu'à un moment donné, il y aura un compromis douloureux. Ce que d'ailleurs Zelensky dit en privé aux interlocuteurs européens, en disant « je serai obligé d'accepter un compromis à l'arrivée ». Mais il me faut des garanties solides. Oui, alors, Hubert Védrine, vous avez dit la question centrale des prochaines semaines sera de savoir si Volodymyr Zelensky est prêt à abandonner le Donbass. Non, je n'ai pas dit Zelensky. Une décision qui dépendra des garanties que les Américains donneraient à la coalition des volontaires. Oui. Trump réclame aussi d'ailleurs des élections anticipées, donc un peu la tête de Zelensky, non ? Oui, mais c'est conjoncturel, ça. En fait, Trump voulait se débarrasser du sujet. Pour les gens de Trump, la question n'existe pas. Il n'y a que les Européens qui pensent que le sort du monde dépend de ça. Les Américains actuels, même les démocrates, ne pensent pas ça. Mais il n'a pas complètement abandonné, en réalité. Depuis 1 an, il prétendait qu'il allait abandonner l'arme, l'aide financière, les données satellites, machin. Il ne l'a pas fait, en fait. On est entre les deux. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais enfin, vous voulez bien, il n'y a pas 36 hypothèses. Il y aura une sorte d'arrêt des combats sur une ligne dont on n'est pas sûr. Et notre job à nous, Européens, l'Union européenne, voire les autres, parce que la Grande-Bretagne fait partie du schéma aussi, la Turquie aussi, comment on aide l'Ukraine après. Ça, c'est sérieux. Donc, toutes les décisions dans ce sens sont bonnes, si elles sont tenables financièrement par nous. N'envoyez pas votre argent à quelqu'un d'autre si vous avez besoin de cet argent pour votre compétitivité. C'est ce qu'a déclaré Viktor Orban, le dirigeant hongrois qui est le principal détracteur de l'Ukraine dans le club européen et qui rencontre d'ailleurs Poutine régulièrement. Il a, dans son pays, dégradé l'état de droit, théorisé la démocratie illibérale, trépigne car il va faire face le 12 avril à des élections qui ne sont pas gagnées d'avance malgré le soutien de Trump. La suite pour ce Hongrois ? Il est proche de Trump, comme vous l'avez dit, mais je ferai remarquer que ce que dit Orban et qui scandalisait la plupart des commentateurs en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il faudra reparler à Poutine, même si on est horrifié par ce qu'il a fait, ça commence à être dit par d'autres pays, y compris Macron, y compris Merz un peu. Des Européens qui disent on ne peut pas laisser Trump gérer tout seul les relations d'avenir avec la Russie. Donc pour ne pas laisser Trump, ils vont dire dans certaines conditions, il faut voir comment, qui parle comment pour dire quoi par rapport à ça. Mais sur ce point très particulier, Orban sera moins seul qu'il le paraissait ces dernières années où... En gros, là, il y a toute une mobilisation anti-Orban. On verra ce que décideront les électeurs hongrois. C'est à eux de décider, c'est pas à nous. Hein. Orban est toujours là. Si les médias d'Europe de l'Ouest étaient tout puissants, il ne serait plus là. Ben, il est toujours là, quand même. Hein. Et il va peut-être perdre les élections. Auquel cas, ça change la donne, je suis d'accord. Dans un sens plus positif. Mais on n'est pas sûr encore. Les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissaient le 12 février à Bruxelles. L'épisode groenlandais, est-ce qu'il a signé le début de la mort cérébrale de l'OTAN ? Non, le mot mort cérébrale d'Emmanuel Macron remonte à il y a quelques années, quand l'OTAN était incapable de gérer les tensions entre la Grèce et la Turquie, qui sont membres de l'OTAN. Il avait raison dans ce mot, il ne faut pas le généraliser par rapport à ça. En revanche, est-ce que c'est la fin de l'Alliance Atlantique, celle de Roosevelt puis de Truman et de Churchill, les Européens ? À la demande des Européens, il faut toujours le rappeler, hein. La défense de l'Europe est assurée par les Américains, à la demande des Européens. C'est pas une anomalie, une bizarrerie américaine. Bon, est-ce que c'est fini ? Il y a toujours eu un doute sur le degré d'engagement des Américains, mais c'est un doute pour les Russes aussi. Donc ça a fonctionné. Et maintenant, je vois que Trump va pas au bout de sa démarche.
Il montre que l'article 5 qui assure la sécurité collective, il n'est pas forcément engagé, mais enfin on n'est pas sûr. Et le système militaro-industriel technologique américain veut garder ce lien parce que 70% des dépenses de défense des Européens ne vont pas à l'Europe, contrairement à la très bonne ambition de Macron, la préférence européenne. Aujourd'hui, 70%, c'est acheté aux États-Unis. Ils veulent le garder, ça. Donc en théorie, normalement, ils n'ont pas intérêt à couper le lien. Le commandement Donc, reste aux mains américaines, vous l'avez très bien... Et d'ailleurs, les nouvelles nominations aussi. Du coup, est-ce qu'une autonomie militaire européenne, un pilier européen de l'OTAN, ça devient irréaliste et à quelle échéance? Donc, ça ne devient pas. Ça a toujours été irréaliste. Toujours. D'ailleurs, les 150 colloques qui ont lieu en France sur la défense européenne n'ont jamais débouché sur rien, en pratique. Parce que les Européens veulent garder ce lien. Quand ton commandant en chef militaire, c'est un Américain depuis le début. Ça n'a pas changé, ça. Si on dit, nous les Européens, on va faire la défense européenne à partir de la France, les autres ne veulent pas. Donc c'est plus malin de dire pilier européen de l'Alliance. D'ailleurs, quand Macron et Steinmeier réunissent la coalition des volontaires éventuels pour donner des garanties à l'Ukraine, très bien, dans l'hypothèse du cessez-le-feu, tous les participants disent qu'il faut une garantie américaine quand même. Donc l'autonomie, c'est un objectif. Pour avancer, il faudrait dire, voilà les forces que nous, les Européens, on peut mettre, voilà l'état-major qu'on veut créer, et voilà qui donne les ordres. Qu'est-ce qui va donner les ordres d'abattre ou pas l'avion russe? C'est un élu démocratiquement légitime. Donc c'est pas l'Union européenne du tout, elle n'est pas compétente là-dessus. Donc ce serait, si on y arrive, si on avance vers le pilier, une sorte de conjonction en une minute des décisions anglaises, françaises, allemandes, polonaises, peut-être italiennes et suédoises, mais on n'arrive pas à 10 en tout cas. Voilà le schéma pour avancer. Après, à quelle vitesse, on n'en sait rien, ça dépend des décisions des Européens concernés et de la Grande-Bretagne. Alors, pour parler de ces Européens, justement, je vous propose d'écouter Hubert Védrine, l'interpellation d'un jeune Européen pour notre ligne directe. Il s'agit de Brieux, un citoyen français. On l'écoute tout de suite. Pourquoi l'Union européenne, avec presque 450 millions de consommateurs, a autant de difficultés à s'imposer comme un acteur économique de poids sur les marchés, notamment envers les géants américains et chinois, qui semblent plus à même de capter les investissements et les produits, là où 450 millions de consommateurs, ça devrait être un Eldorado qui devrait être favorable à l'Europe. Réponse Hubert Védrine. Mais il faut rappeler qu'à l'origine, c'est un marché commun, devenu l'Union européenne. Mais même Jacques Delors, qui a été le grand président de la Commission depuis le début, qui était très réaliste, disait que c'est une fédération d'États-nations. On ne verra jamais disparaître l'Allemagne. Alors autant cette union n'est pas compétente sur la défense. Il n'y a rien dans les traités qui leur donne la compétence. Madame von der Leyen va trop loin. Son commissaire aux armements devrait s'occuper d'industrie, mais pas de questions de défense ou d'armée, ce qui est complètement irréaliste. Ça fait perdre du temps. En revanche, dans les domaines, dans la question posée sur la question industrie, technologie, avancée économique, la Commission fait pas mal le job. S'il y a eu un sommet sur la compétitivité, pour dire qu'on était vraiment très très en retard sur les États-Unis, les Chinois, Emmanuel Macron qui appelle justement à cette occasion à créer des eurobonds d'avenir. Non, ça c'est la question des emprunts. Les autres ne veulent pas. On n'est pas en état d'emprunter en plus, surtout vous. Ça c'est la question des eurobonds. En revanche, c'est la compétitivité, on en parle depuis le début, mais les Européens ont fait des choix différents. Ils ont voulu travailler moins, investir moins dans l'avenir, désindustrialiser, tout faire fabriquer. Ils ont fait l'inverse d'un programme de compétitivité depuis 20 ou 30 ans. Pas les dirigeants, les gens. Les dirigeants suivent les gens, en fait. Donc, attaquer ce sujet maintenant, très bien. Est-ce qu'on est dans le domaine de compétence de l'Union? Oui. Est-ce qu'il y a des avancées? Oui. Par exemple, tous les textes inspirés par Thierry Breton, d'où la hargne des Américains contre lui, sur la régulation des plateformes, c'est le bon sujet. Après, il faut réinvestir, pas forcément en empruntant, puisque les autres ne veulent pas, réinvestir dans des technologies d'avenir, qui sont à la fois très technologiques et très écologiques. Mais justement, c'est un chemin de plusieurs années. Si on regarde justement dans le détail, plus libéral que nous, le gouvernement de Friedrich Merz en Allemagne est favorable aux grands accords avec le Mercosur et contre les emprunts communs à la différence de nous ou la préférence européenne. Il y a évidemment des bisbilles avec les Français autour de l'avion du futur SCAF. Et puis il y a une volonté d'Emmanuel Macron, vous l'avez mentionné, de dialoguer avec la Russie ou d'une ligne dure face à Donald Trump. On voit cette relation franco-allemande que vous connaissez bien, très détériorée selon vous? Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification. On ne va pas découvrir le vélo maintenant. Jamais Schröder ne parlait du couple. Jamais.
Madame Merkel n'en parlait que quand elle passait à Paris. Donc il y a eu un couple, De Gaulle-Adenauer, Giscard-Schmitt, Mitterrand-Kohl, qui avaient choisi Delors ensemble. C'est fini, donc il faut comprendre la situation. On est des pays fondamentalement différents. Si on n'est pas d'accord, rien ne marche. On a des désaccords sur plein de sujets, à commencer par l'énergie, notamment la question nucléaire, mais pas que, par rapport à ça. Il n'empêche que si on veut que la machinerie européenne, qui énerve un peu tout le monde maintenant, fonctionne mieux, il faut que la France et l'Allemagne soient d'accord. Ok, on est différents, on a des désaccords, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble quand même? Et là, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Il faut abandonner tous les, disons, l'approche un peu sentimentale de la question. Il faut être beaucoup plus concret. Et il y a beaucoup de choses à faire. Sentimentalement, on a l'impression quand même que la bromance, elle se passe plutôt entre le chancelier Merz et l'italienne Meloni, qui vient de la droite radicale. Est-ce que cette alliance droite mainstream, droite radicale, qu'on voit se répéter en Europe, au Parlement pour certains textes, dans des gouvernements, etc., c'est aussi l'avenir? Alors, en effet, il y a une sorte de proximité politique ou idéologique actuelle ou tactique ou conjoncturelle entre l'Allemagne et l'Italie. Il ne faut pas le négliger, c'est très important. Il ne faut pas le traiter de façon polémique. C'est fondamental. Il y a énormément de sujets où il y a convergence. Bon, est-ce que ça veut dire divergence avec tous les autres, par exemple? Non. Sur la question migratoire, par exemple, qui a pourri les questions depuis des dizaines d'années, parce qu'elle n'a pas été traitée, dont les extrêmes s'en servent. C'est évident que tous les Européens vont aller vers une synthèse entre ce que fait Mélanie et ce que fait la gauche danoise. Vous voyez, donc le contraste... C'est la même chose, en vrai, ce qu'ils font. Pas tout à fait. Bon, la quantité d'immigration légale n'est pas... Enfin bon, en gros, la même chose. Donc oui, il faut que la France se dise, pourquoi est-ce que l'Italie et l'Allemagne, normalement, ils ne devraient pas converger à ce point? Pourquoi ils le font? Ça nous renvoie à nous, pas à pleurnicher sur la question Italie-Allemagne, mais dire qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Et évidemment, c'est un sujet peu populaire, parce qu'il faudrait que les Français travaillent plus, finalement, investissent plus, mais il faut travailler plus. Il faut créer de la richesse avant de la distribuer, ouais, tous les éléments de base qui sont quand même contestés par une majorité de gens, pas que dans les extrêmes. Donc à peu près tous les débats sur l'Europe, est-ce que ça pourrait pas marcher mieux? Oui, je suis d'accord aussi. Ça nous renvoie souvent à des questions sur nous. Yeah. Après l'Occident, point d'interrogation. Donc Hubert Védrine, merci d'avoir été notre invité. À très bientôt sur nos antennes.